Assalamu alaikum, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hibo Talk. Elle a grandi à Djibouti, elle est ingénieure de formation, elle a étudié en France, elle a vécu à Hong Kong et aujourd'hui elle est expatriée à Dubaï. Malgré le fait qu'elle a un parcours impressionnant, elle a vécu le pire en donnant la vie. Elle est avec nous aujourd'hui, Dina Ahmed, une jeune Djiboutienne ingénieure à Dubaï. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Salam alaikum Dina. Salam alaikum. Comment ça va? Alhamdoulilah, et toi? Bien. Tu sembles un peu stressée, non? Un petit peu. C'est la première fois que je fais ça. Donc c'est la première fois que tu... Mais écoute, comme je le dis souvent, au début, les invités se sentent un peu stressés. Mm-hmm. Et vers la fin, je ne sais pas ce qui se passe, miraculeusement, ils se sentent très à l'aise. Donc, je dois dire que peut-être j'ai un talent que je découvre tout le temps. Ok. Alors, Dina, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices et nous dire qui tu es? Oui, alors je m'appelle Dina Ahmed, comme tu l'as dit. Je suis une femme, une maman d'une petite fille qui a 9 mois aujourd'hui. Je suis ingénieure dans les énergies renouvelables et je travaille actuellement à Dubaï dans une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets. D'accord. Alors, il faut que tu nous racontes un petit peu ton parcours, parce que je l'ai dit un petit peu en intro. Donc, tu as grandi à Djibouti, tu as eu ton bac en poche, un bac scientifique, c'est ça, j'imagine. Et donc, tu pars en France étudier. Alors, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, tout ça, et d'où te vient en fait cette envie, ou d'où t'es venue cette envie de devenir ingénieur? Alors moi, j'ai grandi à Djibouti. Mon père est ingénieur de formation. D'accord. Donc c'était mon modèle, que ce soit dans la carrière ou dans les études. J'avais des facilités aussi dans les matières scientifiques. Donc naturellement, je me suis dirigée dans un bac scientifique. Mmh. Alors lui, il a fait du génie civil. Moi, j'ai voulu faire des énergies renouvelables. Le but étant, je pense que c'est l'avenir, les énergies renouvelables, surtout en Afrique. On commence beaucoup à développer tout ce qui est panneaux solaires, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et je pense que c'est quelque chose qui peut fonctionner aussi à Djibouti. Oui. Ouais. Donc tu te vois peut-être à long terme revenir au pays, oui. Et puis j'apprends en fait des grands. J'apprends à l'étranger pour élargir mes horizons, pour pouvoir après apporter ma valeur ajoutée. Ouais. Alors, une petite question sur, si tu veux partager ça avec nous, évidemment, quelle est la chose que peu de gens connaissent mais qui te définit vraiment profondément? Alors, il y a peu de gens qui savent ça sur moi. D'accord. Mais je suis très caring. Je pense plus aux gens que je pense à moi-même. D'accord. Et alors, ça peut être une super qualité. Je suis là beaucoup pour mes amis, pour ma famille. Mais je m'oublie. Donc, c'est quelque chose sur lequel je travaille, notamment depuis que je suis maman. D'accord. Parce que je pense que c'est primordial d'avoir du temps pour soi. Ah oui, oui, c'est primordial. On en parlera un peu plus. Tu nous en diras en tout cas un peu plus. Alors, tu as grandi, comme je l'ai dit, à Djibouti. Tu as choisi donc cette filière d'ingénierie. Tu es partie en France. Donc, raconte-nous un petit peu ton parcours d'étudiante, en tant qu'étudiante, mais aussi le fait que tu t'es vécu aussi un peu à Hong Kong, pardon. Je pense que c'est une destination qui me plaît vraiment et j'aimerais bien un jour y aller. Donc, dis-nous. Alors moi, ça a été difficile parce que tu sais, à Djibouti, on est couvé, on a beaucoup de services, on a des femmes de ménage, nos parents font très attention à nous et d'un coup, à 18 ans, on se retrouve seul. 18 ans, c'est jeune. Dans un studio à 18 mètres carrés, alors qu'on habitait dans une maison, une grande maison, ça fait bizarre. On doit commencer à payer les factures, même avoir des emplois en fait, à côté des études pour pouvoir compléter les fins de mois. Donc c'est pas évident. D'accord. L'hiver, je connais pas l'hiver. Voilà. Donc j'ai dû m'acheter tout ce qui est panoplie d'hiver, quoi, vraie africaine. Et c'était dur. Franchement, surtout la première année parce qu'il y a une grande adaptation à la France, en fait, aux gens, à la culture française. Même si Djibouti est imprégné de la culture française, c'est pas la même chose quand on vit là-bas. Oui. Et tu étais toute seule là-bas ?
J'étais avec mon frère au début. Avec ton frère, d'accord. Mais après, il est parti à l'étranger, donc je me suis retrouvée seule. D'accord. Voilà. Mais ce que j'ai appris, c'est que ça m'a permis d'être indépendante. Parce qu'encore une fois, je le dis, à Djibouti, on est vraiment couvé. Ce n'est que quand on part faire ses études à l'étranger qu'on découvre vraiment la vie. Oui. J'ai appris à être indépendante, j'ai appris à payer mes factures, j'ai appris à supporter beaucoup de choses, en fait, de la vie. Même parfois à cacher certaines choses pour pas stresser mes parents parce qu'ils étaient loin, quoi. Et donc ça m'a permis d'avoir le goût de l'expatriation. Oui, d'accord. Donc une fois que j'ai décroché mon diplôme d'ingénieur dans les énergies renouvelables, j'ai décroché un poste à Hong Kong en tant que site engineer, donc ingénieur travaux. Alors, comment tu as fait pour ça? Enfin, je veux dire, Hong Kong n'arrive pas comme ça. On ne se réveille pas et on se dit, j'ai envie d'aller à Hong Kong. Donc, est-ce que tu avais déjà un point d'attache là-bas, des familles? Non. Alors, c'était une totale surprise parce que j'ai participé à un graduate programme avec une entreprise dans la construction et on ne savait pas jusqu'à la fin du processus où est-ce qu'on allait aller. D'accord. Donc, le but était d'élargir ses horizons, de sortir de sa zone de confort et de dire oui dans tous les cas. D'accord. Donc, c'était une appréhension jusqu'à la fin, je ne savais pas. Et lorsque j'ai eu Hong Kong, j'étais jamais partie en Asie. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas la différence entre Hong Kong et China Mainland, c'est vraiment très, très, très différent. Ouais. Donc, j'ai débarqué dans ce pays où je ne parlais pas un mot de cantonais, placardé l'aéroport de pancartes cantonaises. Il n'y avait pas du tout de... Très peu d'anglais. Et il faut dire ce qui est aussi, les gens ne font pas trop d'efforts pour parler en anglais. Quand on est perdu, ils ne vont pas nous tendre la main. D'accord. Donc, ce n'était pas évident, mais j'ai adoré cette expérience. J'imagine. J'étais toute seule. Je me suis inscrite, je me souviens, à l'époque, c'était sur un site, c'était un groupe Facebook, les Frenchies à Hong Kong. Voilà. Et j'ai commencé à rencontrer du monde. On se voyait tous les samedis, on faisait des randonnées, etc. C'était génial. D'accord. Et tu es restée combien de temps à Hong Kong? J'ai fait 9 mois. 9 mois. Et après, on m'a proposé une opportunité au Turkménistan. Je ne l'ai pas acceptée pour des raisons, en fait... au Turkménistan, je sais qu'il y a des couvre-feux, etc. Et moi, je voulais vraiment découvrir le pays, etc. Et j'ai décroché donc une autre opportunité à Abu Dhabi. Je me suis dit, on continue dans l'expatriation, pourquoi pas. Et au final, j'avais aussi ce truc en me disant, si je vais aux UAE, je me rapproche un petit peu aussi de Djibouti, donc je me rapproche de ma famille. Et tu avais quel âge encore? J'avais 25 ans. 25 ans. 25 ans. D'accord. Ouais. Ok, et ensuite, à Abu Dhabi, tu y es resté combien de temps? J'ai passé 2 ans et demi à Abu Dhabi. Il y a eu le Covid. En 2020. Donc, il y a eu le Covid et à ce moment-là... donc, moi, j'étais en VIE et donc, mon VIE se terminait. Je cherchais une opportunité sur les UAE, mais je n'ai pas trouvé. D'accord. C'était bouché, en fait. Donc, je suis revenue en France. Ok. Et c'est là que je me suis mariée. D'accord. Voilà. En plein Covid. En plein Covid. Un mariage un peu spécial, on n'était que 10 en fait. Voilà. Alors en plein Covid, on a entendu qu'il y a eu énormément... Enfin, le taux de divorce avait complètement explosé. Complètement, ouais. Mariage, j'en ai pas trop entendu, mais tu as eu cette chance. C'est très bien, ok. Ouais. C'était assez intéressant parce qu'on n'était que 10 en fait. Que 10? 10. D'accord. À l'époque, il y avait des restrictions sur le nombre de personnes, que ce soit à la mairie ou même à la maison. On ne pouvait pas faire des fêtes, donc on a fait quelque chose de très, très intime en attendant que ça se calme. Et j'ai passé donc je suis restée à Paris. J'ai intégré une entreprise dans le milieu pétrolier, offshore, donc sous-marin en fait. J'ai passé 1 an et demi et mon mari a décroché un poste à Dubaï. D'accord. Donc j'ai demandé à être mutée à Dubaï. Ici. D'accord. Ouais. Mais pendant toute cette période-là, donc tes études en France, le fait d'effectivement te retrouver pour la première fois toute seule, de quitter le foyer, quel a été le moment en fait où ça a été vraiment le plus challengeant pour toi? Tu veux dire depuis que je suis partie de chez moi à Djibouti, toi, en tant qu'étudiante, ensuite en tant en démarrant ta vie active à Hong Kong, puis les 2 années à Abu Dhabi, tout ce parcours avant de venir maintenant s'installer à Dubaï, et on en parlera. Quels ont été les moments les plus challengeants pour toi? Je pense qu'on vit tous des moments de down, et quand on vit des moments de down, on a envie d'avoir ses proches à ses côtés. La famille. Ouais. Et oui, la famille, ça a été difficile, surtout à Hong Kong.
Parce qu'à Hong Kong, le problème, c'est que c'est très Très loin. loin, ouais. Il y a un décalage horaire, donc finalement, je n'avais pas mes parents très souvent au téléphone. Et c'était difficile. D'accord. Ouais. Et tu disais plutôt que donc, quand tu es venue à Dubaï, c'était parce que ton mari avait trouvé un emploi ici. Ouais. Et donc, tu l'as suivi. Yes. Mais évidemment, tu t'es assurée d'avoir un travail avant, c'est ça? Oui, pour moi, c'était... C'était impensable C'était de le impensable suivre. de partir Oui. sans... J'aime beaucoup mon travail et je me vois pas. Je respecte toutes les femmes qui ne travaillent pas, etc. Mais moi, c'est vital. Le travail, c'est quelque chose de très important. J'ai besoin d'aller au travail parce que j'aime mon travail. Si j'aimais pas mon travail, ce serait autre chose, quoi. Oui. D'accord. Donc, tu t'es assurée d'avoir un métier, d'avoir un travail en tout cas. Et tu es venue donc à Dubaï. Et donc là, ça fait à peu près 3 ans. 3 ans que tu es à Dubaï. Mais je pense aussi que c'est important. Bon, la vie à Dubaï, elle est chère. Hein, très chère. Et de plus en plus. Voilà. Et je pense que c'est aussi important d'avoir une sécurité que les deux travaillent, pas uniquement une seule personne dans le couple. Dans le couple, oui. Oui, je pense que ça aide énormément également. Donc, Dina, as-tu des modèles féminins dans ta vie? Oui. Alors, ça va paraître un peu bateau, mais c'est ma mère. Oui, voilà, d'accord. Mon modèle féminin, c'est ma mère, parce que je trouve que ce qu'elle a fait dans sa vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, c'est admirable. Elle a eu 4 enfants. Moi-même, ayant une enfant, je ne m'en sors pas, très honnêtement. Et elle a enchaîné les grossesses, elle a enchaîné les petits boulots. Elle a ce don de toujours traiter les gens equally, tu vois, que ce soit nous, on est 3 filles et un garçon, on a toujours été traités de la même manière. Il n'y avait pas de différence si c'était un garçon ou une fille. Elle nous a toujours soutenus dans nos projets professionnels et dans nos projets personnels. Il n'y a jamais eu d'œillères concernant, voilà, c'est-à-dire finir sa vie avec quelqu'un qui n'était pas de la culture djiboutienne, par exemple. Il n'y avait jamais de frein. Tant qu'on avait du respect pour tout le monde et que voilà, on se comportait bien globalement. Donc D'accord, donc ta maman. Ouais. Et dans le domaine scientifique ou dans l'ingénierie, tu as des modèles également ou il y a féminin, beaucoup de toujours. Femmes. Oui, il y a beaucoup de femmes qui ont percé, disons, dans le milieu de l'ingénierie. Des femmes à l'international, mais des Françaises aussi. Je pense à Estelle Loraklianov, qui est la CEO de Veolia, qui elle aussi a un parcours impressionnant, que ce soit dans les études, elle a fait Polytechnique en France. Elle a enchaîné une carrière, elle est CEO aujourd'hui d'une multinationale. Ouais. Oui. Et elle arrive à allier son métier de maman et son métier à responsabilité, c'est admirable. D'accord. Ouais. Donc, ça reste une femme inspirante, en tout cas qui t'inspire aujourd'hui. Ouais. Très bien. Alors, maintenant, tu vis à Dubaï, donc depuis 3 ans. La vie à Dubaï, c'est pas facile, hein. Ça devient de plus en plus cher. Tout à fait. Hein, c'est difficile. Alors, comment on fait? On fait attention. En fait, les gens disent qu'à Dubaï, c'est cher. Je suis d'accord. Mais les gens qui viennent, en général, c'est des touristes. Donc, ils vont venir pour 2 semaines, 3 semaines et ils vont... terminer toutes leurs économies, si tu veux, ou tout l'argent, parce qu'ils vont aller faire des choses assez fancy. Voilà. Lorsqu'on est résident à Dubaï, on doit faire attention. Il y a des choses qu'on va faire, des choses qu'on ne va pas forcément faire. Faut faire attention à où est-ce qu'on fait ses courses, par exemple. Faut faire attention au restaurant, parce que le restaurant coûte très cher. Après, il y a toujours des manières de s'en sortir, tu vois. Je pense à Entertainer. Voilà, j'utilise beaucoup quand je veux sortir. Ça, c'est les coupons un peu où on a des réductions. Et là, depuis que je suis devenue maman, on mange plus à la maison. Bien sûr qu'on s'octroie le fait de sortir en tant que couple, mais on fait beaucoup plus attention. Et oui, la vie est chère, mais la vie est chère vraiment partout. Hein. Oui. Même à Djibouti, moi, je trouve que tu vas faire tes courses à Djibouti, c'est incroyable quand même. Hein. Maintenant, c'est devenu limite plus cher, je trouve, que Dubaï. Je ne sais même pas comment font les gens. Je ne sais vraiment pas. Là, j'en reviens, là. Enfin, j'en reviens il y a 2 mois. Et à chaque fois que je vais avec ma sœur faire des courses, je suis choquée. Ouais. Je suis choquée. Et je ne sais pas comment les gens font. Vraiment. Non, la vie à Dubaï, c'est devenu aussi compliqué. Et encore plus quand on a une petite famille avec un bébé. Alors, parlons-en. On était devenue maman il y a 9 mois. C'est ça. Elle s'appelle comment? Jenna. Jenna? Ouais. D'accord, Jenna. Et
Et en fait, je disais dans l'intro, je disais qu'effectivement, tu as un parcours bien impressionnant. Effectivement, il y a 9 mois, tu as vécu un petit peu une épreuve. Est-ce que tu peux partager cela avec nous? Je le partage aussi parce que c'est un message à toutes les jeunes femmes, les futures mamans djiboutiennes. Donc moi, Et puis toutes les femmes dans le monde. C'est ça. Alors moi, j'ai passé une grossesse plutôt agréable et à 40 semaines, il a fallu qu'on me déclenche puisque je suis arrivée à la date butoir. Donc je suis arrivée à l'hôpital sans d'appréhension. J'avais pas d'appréhension en fait sur l'accouchement. J'ai eu la péridurale, j'ai eu vraiment le truc classique et j'ai eu 14 heures de travail. 14 heures. Oui. Alors au début, je ne sentais pas les contractions parce qu'on m'a mis la péridurale assez rapidement, vers 2 heures du matin, je crois. D'accord. Voilà. Et à un moment donné, je crois qu'il était comme 13 heures, comme ça. On m'a mis une injection d'oxytocine pour augmenter les contractions. Donc j'ai poussé, voilà, bébé est sorti. Et à la 3e poussée, j'ai fait une hémorragie. Donc ça s'appelle une hémorragie de la délivrance ou hémorragie postpartum. Je me suis vidée de mon sang. J'ai perdu plus d'1 litre de sang. D'accord. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à ce moment-là, il y a une infirmière qui a vu ce qui se passait. J'ai dû partir rapidement au bloc opératoire. On a eu un anesthésiste qui a essayé de me ranimer, etc. Mais ce jour-là, je me suis sentie partir. J'ai vraiment senti que c'était le dernier jour de ma vie. J'ai des vagues souvenirs parce que je me rappelle que j'avais très, très, très froid. Ma tension n'arrêtait pas de baisser. Et je me souviens juste que je disais à ma gynécologue « Embrassez ma fille, embrassez mon mari. Et je vous aime tous et j'aime tout le monde. » Et voilà, je me sentais vraiment, vraiment partir. Et ça a été la première fois de ma vie en 32 ans. Donc, c'était pas évident. Et donc, 4 jours en soins intensifs. Et quand on accouche, on ne s'imagine pas ça. On s'imagine prendre son enfant, son bébé. C'est ce qu'on voit à chaque fois en plus. Voilà, c'est ce qu'on voit à la télé, c'est ce qu'on voit avec nos proches. On voit toujours le bébé arriver, puis d'un seul coup, on le prend dans nos bras. Et là, on vous l'arrache. Et en plus, quand on est en soins intensifs, on peut pas... Enfin, il n'y a personne qui peut rentrer dans les soins intensifs à part le médecin. Donc, ça a été très dur. Oui. Très, très, très dur. Pendant 4 jours, ne pas voir ton enfant et puis surtout se demander si on va s'en sortir. Si on va s'en sortir, si ça se passe bien pour mon enfant, si ça se passe bien pour mon mari, parce que c'était quand même un coup de massue en fait. Mais franchement, ils ont eu les bons gestes. Ils ont été réactifs, ils ont trouvé tout de suite du sang avec mon groupe sanguin. Donc voilà, ça a été. Et ils ont été beaucoup à l'écoute. D'accord. Et ça, c'est très important. Oui, c'est ce que j'allais te demander. C'est vrai que dans des moments comme ça, on a besoin de soutien, on a besoin d'avoir des gens qui sont à l'écoute. Donc tu l'as trouvé auprès des professionnels. Mon médecin, surtout mon médecin qui était là. En fait, elle m'a pas laissée seule en soins intensifs. Elle passait 3 heures, parlait avec moi, me changeait les idées. Jusqu'à ce que j'arrive, même chez moi, elle continuait à m'envoyer des messages, me demandait comment j'allais. Un corps médical très à l'écoute. D'accord. Ouais. Et quand on est jeune maman et qu'on ne sait pas ce que c'est, qu'on découvre tout... parce que et quand on est loin de sa famille. Oui. Et je le dis, quand un bébé naît, il y a aussi une maman qui naît. Oui. Donc c'est un tout nouveau rôle. Il y a plein de chamboulements dans la vie et on doit trouver un équilibre parmi tout ça, quoi. Ouais. D'accord. Et donc, au bout de 4 jours, tu sors du service réanimation. C'est ça. Je sors du service réanimation, je reviens dans ma chambre. J'arrive à prendre ma fille, mais je suis toujours triste parce que je suis en chute hormonale et je ne me rends pas compte, mais j'ai une tristesse incroyable. Et au bout de 3 jours, je rentre à la maison. Au bout de 3 jours. Ouais. D'accord. Et les médecins t'ont dit un peu, t'ont expliqué un peu d'où vient cette tristesse? Oui, donc on appelle ça baby blues ou dépression postpartum. Ça arrive à beaucoup de femmes. En fait, on est juste déprimé. Parce qu'en fait, on a un pic d'hormones quand on est enceinte et puis tout d'un coup, une fois qu'on accouche, elle chute. Ouais, elle chute. Et c'est pas assez, voilà, c'est hormonal, on peut pas contrôler ça. Mais il y a des moyens de gérer le postpartum. Il y a des solutions pour sortir de cette déprime. Mais elle dure longtemps, cette déprime? Et c'est quoi en fait exactement les symptômes? Les symptômes. On se sent très seul. D'accord. On se sent très seul. Et on est toujours déprimé. Je n'arriverai pas à expliquer pourquoi.
Mais on est triste, on a est envie triste. de pleurer. On pleure tout le temps. tous les soirs. Et ça se contrôle pas. On pleure. D'accord. Et pour sortir de ça, ce que je disais, c'est qu'il y a des moyens. En fait, je pense que c'est le fait d'avoir ce coup de « Ah, je suis devenue maman, ma vie a changé, toutes mes habitudes que j'avais seule vont être complètement différentes, maintenant chamboulées. Il va falloir que j'accueille quand même une troisième personne chez moi. Il faut que je jauge entre ma vie de famille, ma vie de femme. Et puis surtout, Dina, je pense que tu as vécu aussi ce moment, enfin, je veux dire, c'est cette épreuve d'hémorragie, ça n'aide pas non plus. Ça n'aide pas. C'est-à-dire que c'est traumatisant. Hein. C'est traumatisant. C'est traumatisant. Et on rentre on rentre à la maison, on est toujours pas guéri parce qu'on est un peu mal. Quand on accouche voix basse, on est encore mal. Oui. De l'accouchement, on prend des antibiotiques. On souffre encore. On est fatigué parce qu'en fait, au début, le bébé ne fait pas ses nuits. Donc, on ne dort pas. Oui. Et quand on accumule... alors, quand on fait un jour de nuit blanche, ça va. Mais quand c'est 2 semaines, 3 semaines, au bout d'un moment, on commence déjà à être irritable. On vit une vie un peu difficile, quoi. Donc, ça joue. Beaucoup de choses jouent. Et ça dure combien de temps ? Parce que c'est vrai je veux dire, il y a des sujets comme ça, Dina, où on n'en parle pas. Hein. Même à Djibouti, j'ai jamais entendu parler d'une jeune maman qui a vécu le baby blues, comme on dit, lorsque c'est assez démocratisé ailleurs et les gens en parlent et les femmes en parlent. Et il ne faut pas avoir honte d'en parler, parce que c'est important que les gens, et même les membres de la famille et l'entourage, comprennent que cette personne-là, c'est pas qu'elle est ingrate de la vie ou ingrate d'avoir eu un bébé. Enfin, non, c'est juste que elle vit, et c'est physique en fait, ça n'a rien de rationnel. Enfin, il y a absolument, c'est pas un caprice, c'est ça que je veux dire, et qu'il faut être à l'écoute. Donc, ça dure combien de temps cette période ? Pour moi, ça a duré 2 semaines. D'accord. Mais ça peut durer beaucoup plus longtemps. Il y en a, ça dure 1 an, 1 an et demi. Vraiment, je pense que ça dépend de ce qu'on met en place. C'est-à-dire, je pense qu'il faut avoir du soutien, que ce soit des proches, des amis, des collègues, le corps médical. Et il faut mettre en place une routine. Moi, je me souviens que pour sortir de ça, j'ai commencé à faire quelque chose. En fait, ma gynéco m'a dit, bon, ça y est, vous pouvez commencer à refaire du sport. Et moi, j'adore faire du sport. Alors, je sortais 1 heure. J'allais sur le tapis, là, et je faisais 1 heure. Ou sinon, je sortais, j'allais me prendre un café toute seule. Et ça me faisait beaucoup de bien. Je revenais, j'étais requinquée, j'avais rechargé mes batteries, je pouvais passer du temps avec ma fille. Même si je n'avais pas dormi, psychologiquement, le fait de faire des activités que je faisais avant d'être maman. Puis tu actives aussi la dopamine, donc ça aussi peut-être, ça aide aussi dopamine, à faire... Donc moi, c'est ça qui m'a aidée. Mais, et aussi le soutien des amis, notamment de ma copine Imane, si tu passes par là. Elle se reconnaîtra. Mais oui, elle a été beaucoup là, présente pour moi. D'accord. Et est-ce qu'il y a un groupe ici de soutien à Dubaï, par exemple ? Il n'y a pas. Alors, je sais qu'il y a un système de ce qu'on appelle les doulas. Donc, c'est des sortes de sages-femmes qui accompagnent la maman depuis l'accouchement jusqu'au postpartum pour justement éviter tout ce qui est dépression, baby blues. Il y en a, mais c'est très rare de trouver ça à Dubaï. Il y en a plus, je dirais, tu sais, aux États-Unis, au Canada, tout ça. Ici, c'est pas trop... C'est pas encore développé, du moins. C'est pas encore développé, Et à Djibouti, encore moins. À Djibouti, encore moins. Et on a beaucoup de jeunes filles aussi qui meurent en couche à cause de, justement, d'hémorragie. Comment tu appelais ça ? Hémorragie de la délivrance. De la délivrance. Hémorragie de la délivrance, c'est quand même 2 termes à l'opposé. Hein. D'accord. Donc, hémorragie de la délivrance. Et c'est vrai que, bon, la chance que tu as eue ici, c'est que déjà d'une, on t'a tout de suite transfusé. Ensuite, on t'a pris en charge. Il y avait un médecin, il y avait un anesthésiste, il y avait tout le personnel de santé qui était auprès de toi rapidement pour pouvoir intervenir. Moi, je me rappelle, en 2016 ou 2017, j'ai perdu une amie en couche. Hein. Elle venait d'accoucher et à cause de l'hémorragie, elle est morte. Et je trouve ça pas normal. C'est la première cause de mortalité maternelle.
Donc, faut vraiment, en fait, juste que les médecins soient réactifs Ouais. assez rapidement. Donc, non, mais pour toutes ces jeunes filles, déjà, l'importance de donner son sang. On ne se rend pas compte, mais c'est tellement crucial pour des moments comme ça, c'est-à-dire on n'y pense pas. Moi, je sais que c'est des choses que je fais et c'est important à Djibouti que les gens en bonne santé aillent donner de leur sang pour qu'on puisse sauver des vies, effectivement, parce que ça aide à sauvegarder la vie d'une jeune maman, par exemple, comme toi. Et donc ensuite, alors la question qui se pose évidemment, puisque tu es quand même une jeune fille très active, c'est quand est-ce que tu as repris le travail avec tout ça? Alors moi, c'est très intéressant ce que j'ai fait. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mamans qui l'auraient fait. En congé maternité, j'ai décidé de changer de travail. Ah, voilà. En congé de maternité, voilà. D'accord. J'étais une nuit, voilà, ma fille, je crois qu'il était comme 4 heures du matin, ma fille ne dormait pas. Puis j'ai commencé à chercher du boulot et je me suis dit, pourquoi pas changer? Voilà, j'ai envie de changer. Je pense que c'est le fait d'être devenue maman qui m'a permis de me dire, pourquoi pas? D'accord. Allez, changeons. J'ai commencé à chercher du boulot et j'ai décroché un boulot. J'étais à 2 mois postpartum. D'accord. Et voilà, j'ai commencé dans ma nouvelle entreprise. Je suis une femme très active. J'essaye de trouver encore mon équilibre dans ce tourbillon. J'imagine, voilà. C'était très difficile parce qu'on culpabilise. Et parce que la société, en général, la société nous fait culpabiliser, nous donne un modèle de qu'est-ce que c'est qu'une bonne maman. Il n'y a pas de bonne maman, en fait. On est toutes différentes. Et moi, je pense que les enfants, c'est des éponges. Donc, si on vient et on est malheureuse et on montre qu'on est malheureuse, automatiquement, l'enfant est malheureux. Tout à fait. Donc, moi, j'ai appris aussi à prendre du temps pour moi. D'accord. C'est quelque chose que je n'ai pas fait pendant un moment. Hein. Je te parle de au moins 6 mois. J'ai mis 6 mois pour prendre du temps pour moi. D'accord. Et honnêtement, ça me fait beaucoup de bien. Quand je prends du temps pour moi, je suis capable de m'occuper correctement de ton enfant, de ma fille. Ouais. Donc, pour le moment, c'est un peu difficile. Donc, j'ai repris le sport, là. J'essaye d'allier le sport, les activités avec des amis, les sorties, et aussi ma fille. J'ai vraiment un temps pour tout. Et j'essaye aussi d'instaurer, parce que le couple empathie. Hein. Alors, le couple empathie. C'est une question qui allait venir. C'est comment ton couple a traversé cette épreuve, en fait? Nous, il y a eu un truc qui était super, c'est que, alors c'est super et pas super, si tu veux. En fait, l'hémorragie nous a beaucoup rapprochés. Parce que moi, j'étais peut-être sur le point de mourir. Donc, ça nous a vraiment solidifiés. Mais il y a eu le côté aussi où il y a eu les nuits blanches à ne pas dormir. Et forcément, au bout d'un moment, c'est fatigant. On ne se retrouve plus, en fait. Mais maintenant, on a instauré quelque chose avec mon mari, c'est qu'on essaye de se forcer à faire un date par semaine. C'est déjà pas mal. Ouais. On essaie de se... Et c'est important. Oui, c'est important de ne pas s'oublier parce qu'avant d'avoir bébé, on était quand même bien sûr 2. Donc voilà, j'essaye de prendre du temps pour moi. Il essaye de prendre du temps pour lui aussi. Je pense qu'il faut un équilibre avec tout. Et il ne faut pas se culpabiliser parce qu'on a laissé bébé à la maison avec sa nounou. Non. Alors, c'est vrai que Dina, ici, c'est aussi facile un peu. Oui. Tout à fait. C'est pas comme, je veux dire, à Djibouti, c'est facile également. On a des nounous, ici pareil, il y a des nounous. Mais quand on regarde effectivement nos compatriotes, par exemple, qui sont au Canada, qui sont en France, qui sont dans des pays où ils n'ont pas le même service et que ce service coûte extrêmement cher, c'est des superwomen, hein. C'est vrai que c'est compliqué, donc on a aussi cette chance et tu as cette chance aussi. Hein, c'est là où je veux en venir quand je dis Dubaï, moi... c'est une superbe expérience parce qu'on a du service. On a énormément de services, même pas pour les bébés. C'est juste, je te prends la semaine dernière, je voulais livrer quelque chose à une amie et j'ai fait une Karim Box, tu vois. D'accord, ouais. J'ai même pas pensé à, je dois prendre un taxi, allez, Non. Et là, on a vraiment ce truc de service où tu peux avoir justement des nounous qui dorment à la maison, d'autres qui ne dorment pas. Donc, c'est quelque chose... On a le même système à Djibouti, hein, cela dit, donc c'est agréable. En France, c'est autre chose. Au bout de 3 mois, on revient au travail et on est obligé de mettre l'enfant à la crèche. Je peux te dire que la première fois qu'on repart au travail et qu'on laisse l'enfant... c'est compliqué. C'est dur. Ouais, c'est dur. C'est dur.
Et tu as emmené la petite à Djibouti ou pas encore? Oui. Voir les parents? Oui. Ouais. Je l'ai emmenée en décembre. D'accord. Je l'ai emmenée voir mes parents, je l'ai emmenée voir Djibouti. Bon, elle était encore petite, elle avait 6 mois. Ouais. Mais je pense que c'est très important. Bien sûr. On l'emmène dans ces 2 pays. Elle est djiboutienne marocaine, donc une fois à Djibouti, une fois le Maroc. Au Maroc. Ouais. Ton mari est marocain. Mon mari est marocain. D'accord. Et si tu pouvais parler à la Dina d'il y a 9 mois, avant d'être devenue maman, qu'est-ce que tu lui dirais? Franchement, je lui dirais prépare ton postpartum parce que c'est quelque chose que je n'ai pas planifié. Moi, j'étais tellement concentrée sur les achats. Tu sais, quand on va devenir maman, on est trop concentré sur je vais décorer la chambre. C'est pas ça le plus important. C'est l'après et c'est guérir soi-même. Ça, c'est dur. Et pourtant, on me l'a dit. Mais je me suis dit, mais de quoi il parle là? Oui, parce qu'on est excité à l'idée d'avoir un enfant qui vient au monde et donc on se dit il faut qu'on mette tout en place pour qu'il soit, ou qu'elle soit en tout cas, dans les meilleures conditions. Mais c'est vrai qu'à nouveau, les femmes s'oublient et qu'elles n'écoutent pas ou qu'elles ne lisent pas assez pour savoir quelles sont les émotions qu'elles vont traverser. Qu'est-ce que cette épreuve finalement a transformé en toi, en tant que professionnelle, en tant que jeune femme, en tant que maman? Qu'est-ce que ça a transformé en toi? Parce que ça a transformé, c'est que maintenant, je ne m'attarde pas sur des choses anodines. Parce que je me dis que la vie, elle tient qu'à un fil. Donc quand je vois, c'est marrant, mais quand je vois 2 collègues se chamailler, tu vois, ou dans la famille, des disputes, ou avec les amis, je leur répète toujours la même chose. Je leur dis, la vie, elle est trop courte, vous voulez pas arrêter de vous prendre la tête? Parce que pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Voilà. D'accord. Et quel message ou quelle image aimerais-tu que ton enfant garde de toi? J'aimerais que dans quelques années, bien sûr. Ouais, j'aimerais que ma fille se dise que elle a une maman indépendante, qu'on est des femmes et qu'il faut qu'on pense à nous, qu'il ne faut pas s'oublier. Très important. Il ne faut pas s'oublier en tant que femme, il ne faut pas s'oublier en tant que maman, il ne faut pas s'oublier en tant qu'épouse et aussi maîtresse de maison, je dirais. Parce qu'on est tout à la fois. On est superbes, les femmes, on est superbes. Mais on est des superwomen, ça c'est sûr. D'accord. Alors on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Il y a 2 traditions. La première, c'est qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs et auditrices qui t'ont attentivement écouté aujourd'hui, et notamment peut-être les jeunes mamans ou celles qui vont devenir mamans. Qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire? Alors, ce que je dirais aux jeunes mamans, c'est de ne pas s'oublier en tant que femme, ne pas culpabiliser parce qu'on a un enfant et donc se mettre dans cette bulle juste avec bébé et s'oublier, ne pas faire des choses pour soi. Je dirais aussi aux jeunes mamans, lorsqu'elles traversent une situation difficile, notamment les dépressions postpartum, etc., de trouver une personne à l'écoute qui est capable de les écouter, de les conseiller. Et ça peut venir vraiment de n'importe qui. De n'importe, voilà. Oui. Et n'ayez pas honte de mettre des mots sur les choses. Sur vos émotions. Ouais. Pour ça, il faudrait déjà les identifier, ces émotions. Il y a tout un système d'éducation sur les émotions et je pense que je ferai un podcast que sur ça d'ailleurs, je pense, à l'avenir. Merci Dina. Alors, dernière question, si tu devais choisir une chanson qui te définit, tu choisirais laquelle et pourquoi? Oh, j'en ai beaucoup. Oui. Mais il y en a une que j'apprécie beaucoup, c'est celle de Avicii, Nights, et il y a une phrase... alors, laisse-moi me rappeler. Il dit They said we have only one life, so live life to the fullest. Live a life that you will remember. D'accord. Donc on n'a qu'une seule vie. C'est ça. Et vis-la à fond, en fait. C'est ça. Ouais, d'accord. Ouais. Écoute, merci beaucoup, Dina. Merci d'avoir partagé ton histoire aujourd'hui avec nos auditeurs et auditrices, avec autant de douceur et d'honnêteté. Tu nous montres encore une fois qu'on peut être vulnérable, forte, mais debout, quand même, tout ça à la fois. Donc, on peut le faire. Je te souhaite plein de choses. J'espère qu'un jour, effectivement, tu
pourras ramener ton expertise à Djibouti pour tout ce qui est énergie renouvelable. Et j'espère que celles qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent, surtout les jeunes femmes, comprendront en fait que ce n'est pas en fait la perfection qui inspire, mais c'est la vulnérabilité en fait, assumée qui inspire. Et donc merci pour cela. Merci à toi. Et voilà que se termine ce nouvel épisode de Hibo Talk. Comme je le dis souvent, ce n'est pas dans le bruit que l'on guérit, mais c'est dans le silence qu'on accepte. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, vous a inspiré ou simplement aidé en fait à mettre des mots sur certains silences. Comme je le dis tout le temps, n'oubliez pas de commenter, de partager, d'aimer, mais surtout de vous abonner. Parce que ça me permet également de continuer en fait à faire vivre ces voix et à donner la parole à ceux et à celles qu'on entend très peu. Donc merci encore une fois, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Hibo Talk et en attendant, prenez bien soin de vous. Merci.